Oh toi, tu vas avoir des problèmes, hein. Tu vas avoir des gros problèmes. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hémiplégique, la chaîne qui essaie de comprendre ce qu'est la gauche. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui prend de plus en plus de place en France et à gauche, la cancel culture. La cancel culture, la culture de l'annulation. Il est un peu compliqué de dater la naissance du phénomène, personne ne s'est levé un matin en disant aujourd'hui je lance la cancel culture, donc arbitrairement je vais la faire remonter en l'an de grâce 2013. Cette année-là, une américaine, Justine Sacco, prend l'avion pour un voyage en Afrique du Sud. Justine Sacco, elle aime bien tweeter des vannes à ses 170 followers sur la laine d'un autre passager ou sur la qualité des sandwichs par exemple. Et ce jour-là, elle tweet « Je vais en Afrique, j'espère que je vais pas attraper le sida, je déconne, je suis blanche ». Elle embarque dans son avion et 11 heures après, quand elle met le pied à Cape Town, elle rallume son téléphone et là, il explose de messages. Elle est devenue la cible d'un déferlement de tweets, top tendance Twitter Monde, sous le hashtag « Has Justine landed yet ?» Est-ce que Justine a déjà atterri? Elle demande à une de ses amies de supprimer son tweet et son compte, mais le mal est fait, elle reçoit des dizaines de milliers de messages d'insultes, son patron la renvoie, les salariés de l'hôtel dans lequel elle a prévu de séjourner menacent de faire grève, et un internaute va même jusqu'à se rendre à l'aéroport de Cape Town pour la prendre en photo et informer Twitter que oui, Justine has landed. Bref, Justine Sacco a été cancelled. En fait, on pourrait remonter bien plus longtemps en arrière, au moins jusqu'au XVIIe siècle, toujours de l'autre côté de l'Atlantique, quand les puritains font de la dénonciation de masse sur tout ce qui ne correspond pas à leur culture, comme l'adultère ou alors des accusations de sorcellerie. À l'époque, ils se rassemblent dans des assemblées, les caucus, et ça balance. Si le phénomène vient des États-Unis, en France, historiquement, nous avons connu des pratiques qui peuvent s'en rapprocher, par exemple le pillory, qui consistait à exposer des coupables à la vue de toutes et de tous, une sorte de public shaming avant l'heure. Mais c'est vrai que la cancel culture moderne vient des États-Unis et qu'elle a mis du temps à s'implanter en France. Il y a plusieurs raisons à ça, et notamment une différence culturelle fondamentale. Aux États-Unis, la liberté d'expression est un totem absolu, donc il n'y a pas de problème à dénoncer ou condamner quelqu'un, alors qu'en France, on privilégie dans ces cas-là la présomption d'innocence et on s'en remet à la justice. Sans oublier bien sûr que la délation a une histoire tragique en France, spéciale dédicace au maréchal Pétain. Si on a du mal à traduire la cancel culture, c'est parce qu'en fait, elle peut recouvrir des choses très variées, et je vais l'illustrer juste après. Mais globalement, il s'agit de cancel, d'annuler, d'oublier, de rayer de l'histoire quelqu'un en raison de paroles ou de faits que l'on condamne et qui ne correspondent pas à nos valeurs. Et paradoxalement, alors que la liberté et la justice font partie des valeurs de gauche, c'est précisément plutôt sur les bancs d'une partie de la gauche, justement, que la cancel culture se développe. Concrètement, ça se passe souvent de la même manière. Au départ, il y a un tweet. C'est vraiment Twitter, le réseau social de la cancel culture. Et donc, quelqu'un tweet des propos qui vont choquer, ou à l'inverse, un tweet qui va dénoncer quelqu'un d'autre. Et là, c'est le bad buzz, on retweet, on like, on partage, on fait monter des hashtags dans les top tendances, donc il y a encore plus de gens qui en parlent, et la pression devient énorme. Et la personne est obligée de disparaître des réseaux sociaux, mais parfois aussi dans la vraie vie, puisqu'elle se retrouve licenciée, harcelée, etc. Depuis quelques années, il y a énormément d'exemples de cancel culture dans des domaines très variés. L'annulation peut concerner des individus, un peu comme Justine Sacco aux États-Unis. En France, on a l'exemple de Mila, l'adolescente qui avait attaqué l'islam dans une vidéo, et qui a ensuite fait l'objet d'une campagne de harcèlement allant jusqu'à des menaces de mort. L'annulation peut concerner des artistes. En Angleterre, ça a été le cas de J.K. Rowling par exemple, qui était accusé d'être transphobe. En France, dans un autre registre, on peut penser évidemment à Bertrand Cantat, condamné pour le meurtre de sa compagne, Marie Trintignant. L'annulation peut concerner des personnages politiques. On a bien sûr eu Donald Trump, banni des réseaux sociaux ces dernières semaines, mais aussi en France l'affaire Christophe Girard, un ex-adjoint d'Anne Hidalgo à Paris, qui était ami avec Gabriel Matzneff, l'écrivain accusé de pédophilie, et qui a dû démissionner suite à la révélation publique de cette amitié. L'annulation peut concerner des personnages historiques. Dans la foulée du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, il y a ainsi eu une grande campagne en France pour cancel Jean-Baptiste Colbert, l'un des principaux ministres de Louis XIV, qui a notamment participé à la rédaction du Code noir, qui était en gros le code réglementaire régissant l'esclavage. L'annulation peut aussi, et enfin, concerner des marques ou des entreprises. L'Oréal, par exemple, en a fait les frais lorsqu'elle a décidé de supprimer les termes « blanchir » ou blanchisseur de ses cosmétiques, en plein mouvement Black Lives Matter, ou encore plus récemment Le Monde, qui a subi des appels à être cancel parce qu'on l'accusait d'avoir voulu cancel un dessin de Xavier Gorce. C'est un peu l'inception du cancel. Tout ça, ça fait beaucoup d'annulations, je vous avais prévenu, le sujet est vaste.
La cancel culture, c'est comme tous les sujets un peu complexes. On peut pas dire c'est bien ou c'est mal dans l'absolu. C'est quelque chose d'ailleurs qui est super important. Sur les sujets complexes, dire c'est tout noir ou c'est tout blanc, c'est une bêtise. C'est un peu comme si on disait l'intersectionnalité c'est mal, ou à l'inverse l'universalisme c'est mal. C'est bête, c'est comme ça. Pourquoi c'est plus complexe? Tout d'abord, il faut essayer de comprendre d'où vient la cancel culture. Pourquoi des personnes, à un moment donné, souhaitent cancel quelqu'un? Bien souvent, ça vient de populations qui ont subi d'une certaine manière une annulation elle-même. On parle beaucoup des victimes d'agressions sexuelles et des victimes d'inceste en ce moment, mais c'est très récent. Pendant des années, ces victimes ont été cancelled. Donc aujourd'hui, quand elles voient telle ou telle personnalité qui bénéficie d'une exposition médiatique importante et qui essaie de minimiser les agressions ou qui sont elles-mêmes des agresseurs potentiels, on peut comprendre que ces personnes aient la volonté de les faire taire. D'autre part, il faut distinguer le cas où un personnage public est la cible de cancel culture des cas où ce sont des individus lambda, comme vous et moi, qui le sont. D'une part, les personnages publics jouent un rôle important dans la société, servent souvent d'exemple, ont une portée très large, et ce rôle justifie qu'on attende d'eux une certaine exemplarité. D'autre part, il y a la sensation, pas tout à fait injustifiée, que les personnages publics, les puissants, sont intouchables, que leurs affaires judiciaires peuvent toujours être réglées à coups de gros chèques, comme ça a pu être le cas pour Michael Jackson ou pour Dominique Strauss-Kahn par exemple. Et enfin, la cancel culture est relativement limitée pour ces personnes-là. Après quelques temps, on les retrouve souvent à nouveau à l'affiche de nouveaux films, de nouvelles émissions, leurs disques continuent de se vendre, ils peuvent même continuer à recevoir des Césars du meilleur réalisateur. JDC, JDR. Mais à côté de ça, la cancel culture pose également de véritables problèmes. Un problème de fond tout d'abord que j'abordais en début de vidéo, celui de la présomption d'innocence. Dans le cas de la cancel culture, un simple témoignage peut suffire à condamner définitivement une personne. Comme dirait notre président de la République, nous devenons 66 millions de procureurs. #ouin. La cancel culture remet complètement en cause les principes fondateurs de la justice, la présomption d'innocence j'en parlais, mais aussi la proportionnalité des peines. On est devant une vision très infantile. C'est mal ou c'est bien. Dans le cas de propos déplacés, de tweets malencontreux, on assiste également à une essentialisation de l'individu. On va résumer une personne à un tweet, un propos déplacé. Justine Sacco peut en témoigner, elle fait une blague déplacée, stupide même, et elle se retrouve définitivement étiquetée raciste. Un deuxième problème tient au fait qu'avec la cancel culture, il n'y a pas de pardon. Avec la justice, c'est simple. La peine s'applique, elle est délimitée dans le temps, et après, la personne coupable reprend une vie normale. On considère qu'elle a réglé sa dette à la société, qu'elle a retenu la leçon et qu'elle va s'améliorer. Avec la cancel culture, rien de tout ça. En écho au principe d'essentialisation, l'étiquette colle à la peau à vie. Internet, n'oublie pas. Autre problème, l'annulation est contagieuse. Vous fréquentez quelqu'un qui est cancel? Préparez-vous à l'être aussi. Vous soutenez une personne cancel au nom de la présomption d'innocence? Même traitement. J'ai parlé de l'affaire de Christian Girard, qui à l'époque a été cancel pour être proche de Matzneff. C'était avant qu'il soit mis en cause pour une agression sexuelle sur mineur. Un autre exemple concerne Elisabeth Guigou. L'ancienne garde des Sceaux devait présider la commission indépendante sur l'inceste, mais le fait qu'elle ait fréquenté Olivier Duhamel et sa femme a provoqué un tollé et elle a dû démissionner. Peu importe qu'elle ait déclaré ne jamais avoir été témoin de quoi que ce soit qui aurait pu laisser penser qu'Olivier Duhamel abusait de son beau-fils, elle le fréquentait, elle doit être cancelled, une sorte de délit d'amitié. Enfin, dans le cas de Jean-Baptiste Colbert, le fait de vouloir effacer une partie de l'histoire est en lui-même problématique. D'une part parce qu'en résumant Colbert au code noir, on va oublier tout ce qu'il a fait par ailleurs pour la France, et qui est important pour comprendre l'histoire de notre pays. D'autre part parce qu'il est important en histoire de contextualiser. Si on n'y fait pas attention, on va vite se retrouver à devoir tirer un trait sur les Lumières. Attention, je ne dis pas que Colbert fait partie des Lumières, je continue juste la logique. Lumières qui avaient tout un certain nombre de défauts, sauf Condorcet. Et on va donc les annuler au nom de principes et de valeurs dont ils sont paradoxalement à l'origine. Attention, il ne faut pas non plus confondre honorer la mémoire et se souvenir. Si l'on cancelle des parties de notre histoire, on risque de les oublier et d'obliger l'histoire à bégayer. Bref, attirer l'attention du public sur tel ou tel problème, refuser de donner une tribune à des propos nauséabonds, #Zemmour, #CNews, oui, remplacer la justice par la justice populaire, harceler des individus qui n'ont pas les moyens de se défendre, ou encore éradiquer des pans de notre histoire, non. Cette vidéo est un peu longue, et pourtant il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais dire sur le sujet. On aura peut-être l'occasion d'en reparler en direct sur Twitch, parce que oui, j'ai lancé une chaîne sur Twitch, sur laquelle j'interviens en direct pour commenter l'actualité de la gauche. Vous pouvez la consulter à l'adresse qui va s'afficher quelque part par là, et vous y abonner pour ne pas manquer les prochaines diffusions. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais pour l'instant c'est le vendredi à 19h30. D'ici là, dites-moi en commentaire si pour vous la cancel culture c'est le bien ou c'est le mal, et laissez un petit pouce bleu sous la vidéo pour que je ne sois pas canceled.